y a plein de mecs qui font grave les malins, qui flexent en disant ouais, moi je vais acheter une caisse, je vais faire un swap, je vais fumer tout le monde, je vais sortir 500 chevaux. Et 99,9% des gens qui disent ça, et bah tu retrouves leur projet sur Le Bon Coin avec vente pour cause santé, je sais ce que je vends, pas sérieux, s'abstenir. En fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que mettre un gros turbo, faire un swap, la plupart du temps, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Même si je caricature, bien sûr que tu as des difficultés, tu as compris. Mais ce qui est dur, c'est de faire tourner ton moteur et pas le péter ensuite parce que tu es trop pauvre. Et pour ça, tu es obligé de passer par la case gestion programmable et cartographie. Tu peux pas mettre avec le calculateur d'origine. Et pour ceux qui ont des Volkswagen ou des BMW, ça existe des calculateurs plug and play. T'achètes le truc déjà fait, tu branches dans le faisceau d'origine, ça tourne, c'est nickel. Mais pour les autres qui n'ont ni BM ni Golf, et bah le plug and play c'est un doux conte de fées, tu vois, parce que bah du coup le plug and play faut que tu le fasses toi-même, et dans tous les cas un calculo c'est aux alentours de 1000 balles. Est-ce que j'ai 1000 balles pour mettre dans un calculateur? Est-ce que tu as 1000 balles pour mettre dans un calculateur? Non gros, moi je crois pas. Donc aujourd'hui je vais essayer avec beaucoup de soudure et beaucoup d'espoir de vous montrer comment on fait un calculateur programmable pour 150 € façon ghetto à la maison. Bon alors je m'excuse d'avance, cette vidéo risque d'être un petit peu longue et faire un peu travailler vos méninges, tu vois, la génération TikTok c'est fini, maintenant cette application de merde tu te désinstalles et tu réfléchis. Parce que si tu arrives à comprendre le Speeduino, je pense que tu peux comprendre n'importe quelle gestion programmable du monde, parce que potentiellement tu as moins de choses à faire, c'est beaucoup plus facile. Donc ça va se dérouler en exactement 3 étapes. La première étape, c'est t'achètes un kit. Ça s'appelle Speeduino 0.4.3 et tu en trouves à 2 endroits dans le monde. Soit chez un anglais, DIY EFI, tu tapes sur Google, soit chez WTM Tronics, pareil, c'est un autre shop, il est en Amérique. DIY EFI mettent tellement de temps à préparer leurs commandes qu'en fait j'ai acheté chez les deux. J'ai cru que j'allais jamais recevoir, donc j'ai acheté aussi chez l'américain. Au final, j'ai reçu les 2 kits, ils sont arrivés en même temps. Et vu que j'ai les deux, je peux vous dire que WTM Tronics, t'en as plus pour ton argent, c'est moins cher et tu as plus de choses dans le kit. Donc c'est mieux à mon avis. Dans tous les cas, dans les 2 cas, hein, tu risques d'avoir des frais de douane. Pour ça, astuce de gros roumain, si tu reçois le colis, tu le découpes très proprement, tu l'ouvres au couteau, tu sors le contenu, tu mets des petits cailloux pour faire à peu près le point indiqué sur la commande pour que ça ne soit pas cramé aux douanes. Et tu rends à la poste, tu dis je refuse le colis, comme ça il repart et voilà, tu t'en bats les couilles, tu n'as plus de frais de douane. La deuxième étape, ça c'est assez simple, tout est marqué, tout est inscrit sur la carte, tu soudes tout ensemble. Et vu que c'est chiant et que j'ai la flemme, on va faire appel au joker femelle. Psst. Est-ce que tu veux faire la maline devant la planète entière en montrant que tu as fabriqué un calculateur programmable? Non. Si. Non. Tu vas avoir des lunettes, s'il te plaît? Oui. Elles viennent de chez Mario, ces lunettes. C'est avec ça, tu sais pas souder, c'est que t'es une merde. Clairement. Vois-tu, tu as cette carte avec plein de petits trous. Là, tu as des petites annotations. Tu mets en contact à la fois sur la carte et sur la pâte. Et ça marche pas. Donc, ok. On a fait R1. Maintenant, tu sais. Et maintenant, on fait R3. Ah. Perdu. Vas-y, envoie la sauce. À la pointe, elle est naze, elles font pas bien. Reste un peu dessus. Pourquoi? Parce que tu restes pas assez. Mais là, il est pas bien? Si, il est bien, mais il a pas traversé. Tu sais, il s'est pas capillarisé, donc le point de contact est trop petit en fait. Tu veux que je remette alors? Non, c'est bon. On va pas crever pour une résistance. Tu sais que si je me tue avec ma merguez, ça sera peut-être grâce à toi. Bon, du coup, la femelle, elle est partie. Je suis extrêmement triste, mais j'ai été brave et j'ai quasiment terminé ce joli petit calculateur à 150 €, sauf 4 MOSFET que je n'ai pas encore soudés et je vais vous expliquer pourquoi. Comme je vous ai dit, le problème de ce calculateur, c'est que ça a été fait par un petit mec à lunettes au fond de sa chambre chez papa, maman. Je suis en train de le clasher, mais je suis exactement dans la même situation. En bref, rien n'est parfait, tu vois, les pistes, elles sont pas forcément de la bonne épaisseur. Il y a des composants qui sont pas bien dimensionnés et qui vont potentiellement cramer. J'ai discuté avec mon pote Amesis Project, qui est en fait le pimp français
en termes de Speeduino. Donc on a passé pas mal de temps sur Discord pour en discuter. Ces MOSFET, il y en a 2 là et 2 ici que j'ai pas mis, mais globalement ils sont très proches l'un en face de l'autre. Il n'y a pas du tout d'air qui circule parce qu'ils sont piégés à l'intérieur d'un calculateur, enfin d'un boîtier. Donc il n'y a aucun moyen en fait de les refroidir correctement, et mine de rien ils pilotent quand même 4 injecteurs et c'est pas rien. Ce que je vais faire, c'est que ces MOSFET là, je vais les délocaliser sur cette plaque de cuivre, je vais couper une petite bande, je vais rallonger les pattes avec des petits fils. Je pense que c'est toujours mieux que laisser ça tel quel. Donc maintenant que la carte est quasiment terminée, forcément il lui faut un boîtier. Et je me suis dit, quoi de plus sleeper que mettre la gestion programmable dans le boîtier du calculateur d'origine. Le calculateur d'origine il se trouve à mes pieds, derrière la boîte à gants, très chiant d'accès. Donc on va devoir le sortir, mais avant ça je vais en commander un deuxième. Parce que ça me fait chier moi de casser des trucs qui marchent déjà. Donc j'ai en commandé un deuxième, on va l'ouvrir, le défoncer et mettre la Speeduino dedans. Donc j'ai importé ça de Pologne sur Ovoco, j'ai payé ça 17 €, frais de port inclus. Le calculateur je crois il coûtait 5 €. Donc autant vous dire que Ovoco ça devient ma deuxième maison. D'ailleurs très bien emballé comme par des Polonais, mais je trouve ça très fiable comme emballage. Comment ça? Le 5 est trop petit. Le 6 est trop gros. C'est quoi cette merde? Ah! Ça c'est de l'idée du ghetto ça. L'avantage des calculateurs Ford, c'est qu'au moins ils sont faciles à ouvrir. Eh ben dis donc. On a tout un paquet de trucs ici. C'est smart de ouf en fait. Là sur le côté j'ai déjà des clips qui tiennent des MOSFET. Donc j'ai juste à enlever le clips, mettre mon MOSFET et le remettre. Facile mon pote, facile. Je me suis dit autant pas me faire chier et j'ai fait exactement la même chose. J'ai pris mes MOSFET et je les ai foutus sur le côté. Donc là on a notre carte qu'on vient juste de fabriquer. À l'arrière on a toute une rangée de pins sur lesquels vont s'enficher en fait l'Arduino. Donc l'Arduino va se mettre comme ça à l'arrière. Et ça c'est une Arduino Mega, donc c'est pas une copie chinoise, c'est une vraie, parce que déjà que la voiture va tourner sur un putain d'Arduino qui est absolument pas fiable. Si en plus je prends un Arduino chinois, là je finis dans le platane à coup sûr. Donc j'ai un Arduino, je vais le brancher au PC à l'aide d'un câble USB et j'installe le firmware dans l'Arduino. Donc je suis allé sur le site Speeduino, il y a beaucoup de Ino dans tout ce que je dis. Et j'ai pris le Speedy Loader Windows 64 bits. Alors après ça dépend du nombre de bits de votre PC. Une fois que c'est téléchargé, je lance le Speedy Loader que je viens de prendre et ça quoi? Mais on s'en branle. Run anyway, vas-y c'est bon. Donc tu lances le Speedy Loader. Le firmware, tu prends, je sais pas, je suppose je prends le plus récent, celui qui est tout en haut. Et je prends un câble de vieille imprimante. Ça c'est une vieille imprimante des années 2005. C'est comme par hasard le bon USB. Je branche, je fais Choose Port, Refresh, comme 3, Upload. Yes. Upload Arduino completed successfully. Normalement, c'est à dire que ça marche. Donc maintenant que j'ai mis le firmware à l'intérieur de ma carte, ou plus spécifiquement à l'intérieur de l'Arduino que j'ai mis là derrière, que j'ai branché, normalement maintenant cet ensemble, ça forme notre calculateur programmable du ghetto. J'ai aussi mis quelques paramètres au pif sur Tuner Studio, ça sert à rien que je vous les montre parce que comme je vous ai dit, j'ai tout mis au pif. Et avant de brancher ça sur la voiture et de tout cramer, j'ai acheté en plus ce truc, à peu près 40 €, ça s'appelle Speedysim, donc ça sert à simuler en fait toutes tes entrées de capteurs du moteur, te simuler ta richesse, et ça vient là-dessus et ça se branche directement sur la sortie. Donc normalement une fois qu'on a branché ça là-dessus, eh ben, on peut tester le fonctionnement de notre carte. Là je vais aussi brancher la batterie, donc plus sur le plus, le moins, je sais pas pourquoi mais ça a fait une étincelle. Je ne suis pas très serein actuellement. Ensuite j'ouvre une base map, donc j'ai téléchargé une base map que j'ai mis sur le Speeduino. Boum, et là on voit déjà quelques capteurs qui fonctionnent. Les RPM c'est cette molette ici. Attendez je focus.
Cette molette là, c'est les RPM, vous voyez, mais ça c'est mes bobines, c'est l'allumage. Donc plus j'accélère, plus ça va vite, c'est logique, et ça fonctionne ici très bien. Par contre, le potard de l'IAT, il fonctionne pas. CLT fonctionne pas. Lui là, la position de l'accélérateur, il fonctionne, et tous les autres, ils fonctionnent pas. Update. Tous mes capteurs, ils fonctionnent. J'ai mis ici l'AFR. Vous voyez, si je touille le O2 là, bah, ça fait bouger mon AFR. En fait, il suffisait simplement d'aller dans Tools et tu faisais calibrer tes capteurs. Et sinon, eh bien, j'ai toujours mon problème d'injecteur. Donc, mes injecteurs ne fonctionnent toujours pas. Même dans le hardware testing, là, la fonctionnalité qui te permet de tester les injecteurs et les étincelles, si je fais off, tous off, et ben il se passe rien du tout. Que je les mette sur on ou sur off, ça change rien. Alors que si je mets par exemple tous les sparks sur on, hop, ça marche. Je peux même les mettre à 50% pour les tester. Ça marche tout à fait bien. Depuis quelques heures, je m'explose le crâne. Là, c'est toujours le même problème. Je tente avec l'oscilloscope, le 360 oscilloscope, les pattes de mes MOSFET, pour voir justement si le trigger, si mes MOSFET je les ai pas cramés parce que j'ai fait une connerie ou quoi. Par contre mes LED sur la carte ne s'allument pas. Et alors pourquoi ça marche à l'allumage mais pas à l'injection? Quand tu fais un circuit électronique ou quand tu fabriques un PCB, tu as certaines normes à respecter. Notamment il y a une norme qui est universelle, c'est une norme de polarité. Quand tu vois un marquage carré sur ta carte, ça veut dire que tu mets un ground dessus, tu mets un moins. Et donc mes LED, je les ai mis en suivant le standard. Et en fait, il s'avère que j'ai tout mis à l'envers. Parce qu'en fait, le mec, quand il a fait son schéma, il s'est planté. Il a mis le marquage au mauvais endroit. Donc en fait, tu y penses, hein, quand tu fais un Speeduino et tu veux mettre tes LED, tu mets en fait le plus sur le carré et le moins sur le rond. Tu prends l'envers du standard. Et si tu veux te repérer, tu as un méplat sur la LED. Ce méplat, il faut qu'il soit du côté du rond. Voilà, j'ai pas vu ça venir parce que je me suis dit, putain, mais pourquoi ça marche à l'allumage et pas à l'injection? Et en fait, après avoir regardé le schéma, pour l'allumage, les LED sont en parallèle. Donc qu'elles soient bloquantes ou pas, ça passe quand même le courant. Mais pour l'injection, tu ne peux pas grounder parce que ta LED, elle est en série avec ton signal. Donc en fait, si ta LED est à l'envers, il n'y a rien qui passe. Genius, bro. 6.5 hours later. J'ai tout soudé, j'ai mis les LED dans le bon endroit et ça marche toujours pas. Day 2. 2 jours plus tard et beaucoup de migraines, tout fonctionne. Vous vous rappelez cette histoire de la boîte en aluminium? En essayant de bien faire, j'ai voulu mettre tous mes composants plaqués sur l'armature en métal pour les refroidir décemment. Mais en fait, ce que j'avais pas vu venir, c'est que tu vois ce composant de merde là, c'est le régulateur de tension. Il chauffe à balle, mais aussi son problème c'est que son corps est relié au ground. Et en fait, en mettant ça sur la boîte et mes MOSFET au même endroit, et ben en fait je mettais du ground à tous mes MOSFET. Donc en fait je les empêchais de déclencher parce qu'ils étaient tout le temps groundés. Le temps qu'il m'a fallu pour penser à ça. Bon, du coup, ce que j'ai fait, hors caméra, chaque MOSFET et le régulateur, je leur ai mis une petite capote en gaine thermo. Donc, niveau de conductivité thermique, c'est de la grosse merde. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mieux que rien. Là, j'ai testé mes entrées, mes sorties avec ma carte de simulation et tout fonctionne parfaitement. Tout ce qui reste à faire, du coup, ce que je me suis dit, c'est faire ken mon calculateur avec ma voiture. Pour ça, il faut l'interface, c'est-à-dire le faisceau. Et pourquoi pas, tant qu'à faire, pousser le délire à fond et utiliser le faisceau d'origine, le connecteur d'origine. En tout cas, c'est ce que je me suis dit innocemment avant de me rendre compte que c'est pas si facile en fait. Mais on verra ça après. Première étape, on dessoude le connecteur. Ah ouais, la pompe à bite. Ah, il like to swallow, daddy. Oh yes, daddy. Non. Oh putain. Ensuite, j'ai fait ma propre carte d'adaptation.
sur KiCad. KiCad, c'est genre le SolidWorks pour les mecs à lunettes, tu sais, c'est genre un logiciel de développement de cartes électroniques avec les petites pistes de cuivre et tout, c'est trop stylé. Encore une fois, je remercie Amesis Project qui sur Discord m'a aidé à prendre en main le logiciel, tu sais, il m'a briefé sur où cliquer, machin, et ensuite j'ai fait ma carte. Donc j'ai pompé un design existant et j'ai tout refait parce que le design c'était de la grosse merde et j'en avais juste besoin pour avoir l'emplacement des trous. Et voilà, j'ai fait la carte sur KiCad. Joli emballage en tout cas, fort sympathique. Voyons, voyons. Les petites cartes. Ça, c'est mes plaques d'adaptation pour le calculateur. Donc on va voir si elles sont bonnes. Oh yeah, ça a l'air quali de fou. L'essentiel, c'est que les pins correspondent. Et ça, c'est pas dit. Oui, mais attends, c'est quoi ça? Je ne l'ai pas commandé. Oh, j'ai un petit ratounet, il est trop mignon. Brave petite Charlotte, accueille ce joli petit raton. Gousi gousi. Du coup, pour faire fabriquer ces jolies cartes là, j'ai fait appel à NextPCB. Donc c'est un site qui permet de manufacturer n'importe quelle carte électronique. Et pas que. D'ailleurs, ils font pas que des PCB, ils font aussi des montages et des assemblages de cartes électroniques. Si tu leur fournis une liste avec tout ce que tu veux mettre dessus, eh ben, ils peuvent te mettre dessus parce qu'en fait, ils sont aussi revendeurs de composants électroniques. Ils ont un stock énorme sur HQ Online, c'est leur deuxième site. Et l'avantage de Gros Raton, c'est que pour ta première commande, tu as droit à un échantillon de 5 à 10 exemplaires de moins de 100 par 100 fabriqués gratuitement. Tu payes juste genre 12 € de frais de port pour avoir 10 cartes. Donc ça tombe bien, les Speeduino, ça respecte les critères en fait. Donc voilà, je vous mets le lien en description. Tu as aussi un chèque cadeau de 100 € pour la première inscription sur le site pour faire fabriquer n'importe quelle carte électronique. Super bon plan. Je remercie NextPCB de sponsoriser cette vidéo et nous, on passe à la suite. Ma carte, le connecteur, est-ce que ça fit? Yeah boy! Même les petits tétons là, ils sont parfaitement alignés et tout. Magnifique. Là, ce que j'ai ici là, c'est pour moi le meilleur étain du monde. C'est de l'étain genre eutectique au plomb. C'est de la bombe et ça s'achète plus. Meilleur étain du monde, je recommande, étain au plomb eutectique. Pour ne plus parler de choses cancérigènes, j'ai terminé ma carte. J'ai l'impression que j'ai jamais fait un truc aussi propre de toute ma vie, donc je suis actuellement en train de... Mais voilà, plus qu'à relier au Speeduino. Mais enfin, voyons, monsieur l'agent, vous voyez bien que c'est un calculateur d'origine, n'est-ce pas? Maintenant que j'ai casé mon sneaky Arduino à l'intérieur de ce boîtier, j'ai viré la carte de façon très sauvage, et si vous commencez à me connaître, vous savez très bien que ça... je vais jamais la jeter. Chez Ultimate Making, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se chourave. Donc ici, on a un maximum de composants qui pourront toujours servir. Peut-être pas maintenant, peut-être dans 10 ans. Mais je garde tout. À part ça, ce qu'il faut faire maintenant, l'étape suivante, c'est de relier tous mes petits pins du Speeduino aux pins de sortie vers le faisceau de la voiture, et aussi relier les périphériques autour du Speeduino. Ce que j'appelle périphérique, c'est par exemple tous les trucs chinois que j'ai acheté ici. J'ai acheté par exemple un port USB externe à foutre ici sur le boîtier, donc je vais découper, percer et le fixer en extérieur, parce que là c'est un peu difficile d'accès, donc je vais tirer des fils, des soudés, t'inquiète. J'ai aussi acheté 2 puces Bluetooth parce qu'il y en a une à 5 pins et une à 6 pins, je sais pas laquelle fonctionnera, donc j'ai pris les deux, c'était 2 € sur AliExpress. Là sur mon Arduino, j'ai les soudures qui correspondent à mon port USB. Et vu que je veux mettre un USB externe, j'ai ici des couleurs. Donc pour trouver la correspondance, j'ai fait au voltmètre. Et voici, si jamais ça peut vous servir.
Putain, je suis en train de me dire qu'avec gros noir, je vais finir cancel sur Twitter par les wokistes. Merde! Donc j'ai soudé mon port USB externe à l'Arduino. J'espère que j'ai pas tout cramé parce que c'était horrible vu que ma pompe à bite elle m'a pété dans la main. Pour dessouder ce truc, ça s'est fait à coups de meuleuse. Donc j'espère que j'ai pas tout niqué. Voilà, j'ai fait un petit agglutinat de trucs dégueulasses. J'espère que ça marche. J'ai aussi mis pour la déco pour le moment mon module Bluetooth. On branche, on teste et on voit si j'ai pas tout cramé. Allez Michel, donne tout. Bon, bah j'ai tout cramé. Je rachète une Arduino. Alors là, j'étais tranquillou pépouze, en train de chiller devant le schéma électrique de la voiture. J'étais en train de tout me retaper pour essayer de voir les correspondances, en fait. À quoi correspond chaque pin du calculateur, où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait, pour essayer de faire un tableau de correspondance. Donc avoir un tableau qui me dit quel pin du Speeduino va sur quel pin du calculateur d'origine et comment gérer ça. Tout allait bien dans ma vie jusqu'à ce qu'un vilain module E10 vienne me péter les genoux. Je m'explique. Ici devant nous, on a le schéma complet de la motorisation. Ce que vous voyez, ce gros rectangle, c'est le calculateur d'origine avec ses pins. Ici, on a les injecteurs, tout le faisceau, le plus général, la batterie, tous les capteurs, le capteur position d'arbre à cam, etc., les relais et conneries. D'accord, mais où est le capteur crank? Où est l'allumage? Et c'est là que je vois deux câbles blindés là qui partent en steak, 56 et 36 CF 1B. Ah, je me dis putain, mais c'est quoi le 1B? Et là je remonte, et le 1B en fait, c'est un autre diagramme, le diagramme 1B qui pilote l'allumage indépendamment. Et là je vois quoi, le module 6? C'est marqué module E10. Mais dis donc Jamy, mais qu'est-ce qu'un module E10? Bien, un module E10, c'est ce qu'on appelle dans le milieu un catalyseur d'alcoolisme. C'est en fait un deuxième calculateur, donc ça voudrait dire que dans cette voiture, il n'y a pas un calculateur, il y en a deux. Parce que ce module E10, il pilote de façon totalement indépendante mon allumage en prenant le signal du capteur de Villebrequin. Je sais pas ce qu'ils ont branlé, mais en tout cas ce que j'ai décidé de faire c'est là j'entends pas, je fais comme si j'avais jamais vu et jamais entendu parler de module E10. Je vais prendre la dock qui m'arrange, c'est-à-dire celle-là où il y a les pin-out pour les bobines, capteur Vilo, signal d'allumage, machin, mes couilles. Si ça marche, je suis extrêmement content et on oublie. Et si ça marche pas, eh ben écoutez, heureux de vous avoir connu. Je retourne faire mon tableau et je vous retrouve ensuite. One eternity later. Et bien non, voilà avec un petit tableau des correspondances. Donc moi j'appelle ça comme ça parce que là tu as les pins Speeduino qui correspondent avec les pins du calculateur d'origine. Donc j'ai pris tous les numéros à l'aide de la RTA, la revue technique de la Ford Fiesta, exactement mon modèle de voiture. Donc normalement ça devrait être bon. Par contre j'apprends de mes erreurs. J'ai bien compris jusqu'à maintenant que chaque fois que je fais un truc Ford, c'est des petits coquinous, c'est des petits trolichons. Donc on va pas prendre ça à la lettre. Et on va prendre le voltmètre et on va mesurer en fait les continuités. On va vérifier que le pin 59 du calculateur correspond bien à l'ignition 1 par exemple. Et on va faire ça pour tous les fils et on va voir si c'est les bons. Je fais un peu de place là dans la baie moteur en enlevant des gros trucs qui servent à rien, notamment pour chercher le fameux module E10. Et aussi pour avoir accès au câblage et un peu comprendre tout ça. Et pour avoir accès au calculateur, il faut gerter le truc de refroidissement. Et là, tu as accès à une vis, une tête de vis qu'il faut enlever, sinon tu peux pas sortir le connecteur. Et bah putain, c'est pas chiant hein. Enfin, je sors mon connecteur du calculateur pour avoir accès au pin. Et par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, si je veux checker l'ignition 1, bah, je débranche ici. Et normalement, l'ignition 1, ça devrait être un de ces trois fils ici. Achetez des Golf, les gars, ça me fait mal au cœur, mais achetez des Golf. Ils se sont plantés dans leur propre putain de RTA, ça c'est fort quand même. Évidemment, tout est faux. Donc ce qui va se passer, ce que je vais faire, c'est que là j'ai 60 pins. Je vais les faire un par un à chaque fois pour tous les fils qu'il y a sur cette caisse. Et on se retrouve demain avec un nouveau document, avec les bons pins cette fois, en prenant les continuités. Pas le choix. Il faut souffrir pour être pimp.
Nous voilà de très nombreuses heures plus tard, donc ce deuxième schéma il est bon, il est validé, tout ce qui est entouré c'est sûr, j'ai checké. En tout cas c'est sûr pour ma caisse, hein. Ta caisse ce sera pas du tout pareil. Très bonne nouvelle, on n'a pas de module EDIS. Donc tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le module EDIS, bah, ils sont plantés dans le schéma. Peut-être qu'il y en a sur une caisse et pas sur la deuxième, j'en sais rien, mais en tout cas j'en ai pas et je suis sauvé. Il nous reste plus qu'à tout souder et on se retrouve tout à l'heure. Donc je viens tout juste de terminer de câbler mon bordel, j'ai utilisé des petits fils orange, donc c'est pas trop fin, c'est pas trop épais, c'est vraiment juste ce qu'on aime. D'ailleurs cette gaine, si je vous dis d'où je l'ai chourave, je risque de dormir avec les poissons, donc on va s'en tenir au secret professionnel. Tout ce qui reste à faire, c'est ici sur le proto, la zone prototypage, ici cette petite carte, il faut que je rajoute un ULN. Alors cette histoire d'ULN, cette petite raton à plein de pattes électroniques, c'est en fait un enchaînement de Darlington, c'est comme s'il y avait plein de MOSFET à l'intérieur. Donc ça sert à faire passer un signal de faible puissance pour activer un signal de haute puissance entre guillemets. Notre but en fait c'est que l'Arduino puisse envoyer des signaux pour activer des relais. Ces relais ils vont servir à la pompe à essence, au output du tachymètre, c'est-à-dire le rev counter de la voiture. Et ces relais il faut genre 200 à 300 mAh pour les activer. Et l'Arduino elle peut sortir quoi, 10 mAh, 50 mAh et au-delà elle crame. Donc c'est pour ça qu'il faut faire intervenir ce petit truc qui sert en fait à prendre des signaux sur ces pins-là et envoyer entre guillemets de la puissance sur ces éléments-là. Donc ça prend le ground, ça prend le 12 volts sur les deux pattes du bas. On a 4 pattes à couper parce que c'est des pattes qui vont à, par exemple, le launch control, c'est juste un interrupteur. Et là, c'est le capteur de température. Donc c'est un capteur, c'est une entrée. Il ne faut pas que l'entrée passe à travers la puce. Donc on lui coupe les pattes, comme ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, on case une résistance là. Je vous expliquerai ça plus en détail dans un live. En fait, ce que je vais faire une série de lives pour vous apprendre de A à Z à faire marcher un Speeduino. Donc, je vous mettrai des posts sur les horaires et tout ça. Mais restez à l'affût pour ceux que ça intéresse. Et donc voilà, on va mettre ça sur la zone de prototypage du Speeduino. On va couper les pattes, on va souder ça. Et normalement, nos sorties seront disponibles sans avoir à cramer l'Arduino pour activer ces sorties. Donc j'ai mis l'ULN en place, comme je vous ai dit tout à l'heure pour le tachymètre, faut pas oublier avant de tout ressouder de mettre la résistance, donc 1 à 10 kΩ, t'essayes et tu vois, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, bah tu changes et tu réessayes. Ça tombe bien, j'ai tout un paquet de résistances que j'ai chourave dans mon ancien lycée il y a quelques années, de toute façon c'est pas comme s'ils en avaient encore besoin. Donc voilà, on va trouver une résistance de 10 kΩ et on la soude en place. Sneaky boy. Maintenant, un truc extrêmement important pour que ton moteur puisse tourner, c'est le capteur Vilebrequin ou le capteur PMH, t'appelles ça comme tu veux. C'est un capteur qui permet de dire au calculateur quelle est exactement la position du Vilebrequin, où il en est dans sa course. Parce que si tu ne sais pas où en sont les pistons, tu ne sais pas quand injecter, tu ne sais pas quand allumer. Donc ton moteur il ne peut pas tourner. Ces capteurs-là, tu en as deux types. Tu as soit des capteurs VR comme moi j'ai. Quand tu n'as pas de chance comme moi et tu as une vieille Fista ou une vieille caisse, tu as des capteurs old school, c'est des capteurs VR qui ont deux fils et qui te sortent un signal de merde. Vraiment, ils te sortent une petite sinusoïde toute pourrie, bourrée de parasites, tu as des pertes de synchro à tout va, c'est de la grosse merde. Si tu as des pertes de synchro, tu sais que c'est à cause de ces merdes. Soit tu as de la chance, tu as un capteur qui s'appelle Hall, c'est des capteurs qui ont 3 fils, tu les reconnais, hein, les VR ils ont 2 fils et les Hall ils en ont 3. Les Hall ils te fournissent déjà un joli signal créneau de 0 à 5 volts, tu les branches sur ta gestion prog et il comprend tout de suite et ça marche, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as sûrement pas de chance comme moi et tu auras des capteurs VR comme ça et pour ça, si tu en as, il faut que tu achètes une petite carte, un petit module en plus que tu branches sur le Speeduino, ça s'appelle un VR conditionneur et ça permet de transformer une petite sinusoïde de merde en un joli signal créneau, enfin plus ou moins joli en fonction des parasites. Donc il faut que tu le saches et peu importe ta gestion programmable, si tu as des capteurs VR, tu peux avoir plein de problèmes. Donc voilà, sachez-le et pour ceux qui prennent des Speeduino, il ne faut pas oublier d'acheter le VR conditionneur en plus. Je vide
désormais dans un monde nouveau entre la Mega Squirt et la Maxi-Q. Permettez-moi de vous introduire la Maxi-Cum. Ta 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 ta, Maxi-Cum. On va tester si les capteurs fonctionnent, on va brancher le PC et on va voir. Alors. Ah, il détecte pas ma carte. J'ai encore cramé l'Arduino ou quoi? A few moments later. Ok, update. Vous voyez ce fils de pute là? Ce fils de pute de module Bluetooth, bah c'est à cause de ça que ça marchait pas. La connexion, elle peut pas se faire quand t'as le module Bluetooth branché. C'est de la merde. Ok, Pimper Studio, Create New Project. Ok, Pimp 2. Quoi? Batterie very low, 7%, mais quoi? Bon, vas-y, vite, accepte. AFR, Fahrenheit, Celsius, PSI, désactive, activated, reset control, non. Ah, tuning, non, settings, non. C'est où? Accessoires, nitrous, oui. Non, cul. A few minutes later. Okay, bitches, we're back on power. Oh, déconne pas. Oh, voilà. Et au moins, les valeurs, elles sont cohérentes. Genre, mes températures, elles sont à l'ouest, mais elles restent fixes, elles restent viables. Ça veut dire que j'ai peut-être eu bon sur les capteurs. Je me suis pas trompé de trop cette fois. Donc, je cherchais tout à l'heure le paramétrage de l'accélérateur. Close throttle, get current. Accélère à fond! Yeah, bitches! Get current! Accept! Yes! Ok, lâche. Oh oui! Décélère! Accélère! Haya! C'est bon. Les capteurs fonctionnent, la calibration est totalement pétée, mais on verra ça plus tard. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une lambda large érection. Pour faire le tableau de bord avec les compteurs, toutes les jauges, malheureusement tout ce qui me reste c'est ce genre de tôle. Donc il me reste ce bout de tôle grainerie en aluminium. On va découper un morceau dedans. On va faire des perçages pour glisser toutes les jauges et puis bah, on fait avec ce qu'on a. Yeah boy. Petite astuce du ghetto, quand t'as pas les bonnes scie cloches, là par exemple j'en ai une et elle est trop petite, ça donne des trous comme ça et ça passe jamais. Soit j'ai des trop grosses et ça là, ça passe complètement au travers. Donc quand j'ai pas d'entre-deux, ce que je fais c'est je perce plus petit et avec le plus petit je grignote autour, je vous montre tout de suite. Tu fais un trou dans ta cale en bois à peu près au milieu. Ensuite tu fixes ton trou. Tu le fixes pas centré, tu le fixes un peu décalé. Comme ça, la scie cloche, elle va grignoter sur les côtés. Donc là, je me mets un petit peu comme ça. Je fixe mon bout de métal. Et je viens bouffer sur les côtés. Voilà, et tu fais ça tout autour jusqu'à ce que tu aies un trou à peu près rond et du bon diamètre. Voilà ce que ça donne, un trou à peu près rond. Et quand tu as un pifomètre qui est suffisamment bien calibré, bah, ça donne quelque chose comme ça. Oui, je sais, si je fais ça, je suis dans la merde, mais bon, il me faut une sonde lambda, hein. Ouh, sleepy boy. Le ressort est pété. C'est pas très grave, de toute façon, j'ai l'échappant, je vais tout le refaire. Là, c'est juste le sort pour pouvoir souder le bung, pour mettre la white band. Une demi-journée plus tard. Yeah boy. Donc j'ai sorti l'échappement, c'était une galère parce qu'il fallait que je sorte le berceau, mais du coup j'ai le moteur qui me tombe sur la gueule, donc c'est pas possible. Donc j'ai coupé, et là je vais percer un emplacement et je vais mettre 7 embouts filetés pour mettre la sonde lambda.
Donc après avoir installé la sonde AEM là-bas, j'ai fait courir des fils que j'ai fait sortir dans la baie moteur ici. Donc les fils du compteur, ils vont aller au niveau de l'échappement pour mettre la sonde large bande. J'ai enlevé la sonde bande étroite ici, j'ai coupé son connecteur, je l'ai laissé ici en place. Et ce câble là qui était avant là, je l'ai fait courir dans l'autre sens et je le fais popper là. Et on va le faire ken en fait avec le faisceau AEM. Et donc comme ça les signaux du AEM vont partir dans le calculateur. Donc ça en fait ça évite de refaire un faisceau électrique. Pour ça je me repique dans l'ancien faisceau qui est fait pour les bandes étroites pour le passer en bande large. C'est ghetto mais je suis sûr que ça marche. J'ai remis la descente avec la nouvelle sonde lambda et maintenant on teste pour voir si ça marche. Ok, moment de vérité. Ah yeah boy! Je vois venir à des kilomètres là les gens mongolitos qui sont jamais allés au rayon tôle à Leroy Merlin et qui vont me dire ah mais t'es un plagiat, tu fais crème farine et t'as fait le même tableau de bord avec la même tôle que lui. Bah excuse-moi connard, je crois que Farine n'a pas inventé la tôle grainerie 1,5 mm chez Leroy Merlin. Donc voilà, si tu veux faire comme tout le monde, t'achètes cette tôle parce que c'est le moins cher, c'est je crois 45 € le demi-mètre carré. Et sinon, si tu veux pas être un plagiat, et alors tu vas te faire enculer, t'achètes la tôle à 200 balles le mètre carré, et puis voilà. La lambda fonctionne très bien, et pour que les autres capteurs ne fassent pas tâche avec la lambda, j'ai voulu réessayer de calibrer, parce qu'en fait dans Tuner Studio, le logiciel, t'as déjà des pré-réglages de capteurs de résistance prédéfinis, et il s'avère que j'ai tout testé, et il n'y en a aucun de pré-réglage qui correspond à mon capteur, et c'est dommage, il est extrêmement peu linéaire, donc je vais essayer de faire une calibration manuelle. Donc pour calibrer un capteur, c'est très simple, tu mets en position ohmmètre, tu prends la résistance du capteur, 66,7, donc on a 66,7 à une température de 4 degrés 66,7. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va foutre le capteur au congèle, on va relever sa valeur, on va le faire bouillir dans de l'eau bouillante et on va prendre sa valeur. Et donc comme ça on aura 3 points à des températures différentes pour avoir à peu près une courbe de température. Oups. J'ai rentré mes nouvelles valeurs de calibration dans Tools Calibrate Temperature Sensors. Là, j'ai mis mes valeurs et vous voyez, mon coolant, il fait toujours n'importe quoi. Moins 17 degrés, c'est n'importe quoi. Et j'ai tracé sur un diagramme Excel mes valeurs, quelques valeurs. Et vous voyez, c'est pas du tout linéaire, c'est genre une courbe exponentielle, tu vois. Et le problème avec cette courbe, c'est que Tuner Studio, lui, il l'interpole en faisant une droite linéaire entre 3 points. C'est pour ça que les valeurs sont à l'ouest. Donc j'ai essayé de faire un fichier pour un CLT et on va voir ce que ça dit. Donc là, Tools Calibrate. Là, je vais mettre Custom Ink File. Et là, j'ai fabriqué un ink, clt.ink. On va le mettre, on va voir s'il l'accepte. 82, ah c'est bon, on va te faire enculer. Bon dommage, la calibration a totalement foiré. J'aurais essayé, comme je vous ai dit, les capteurs Ford c'est de la merde. En fait ils sont tellement pas linéaires que l'algorithme il est foutu en l'air. Donc il faut que j'achète des nouveaux capteurs avec un pas de M12 x 1,5, donc pour que ça rentre dans le bon trou. Et voilà, ça coûte 30 balles l'unité, ça me fait chier mais je vais les acheter. En attendant, on va s'occuper de l'allumage. Il faut qu'on ait une étincelle. Et pour ça, il faut qu'on change la bobine d'origine avec une nouvelle bobine qu'on appelle une Smart Coil. Ce que vous voyez là, c'est la bobine d'origine de ma caisse. Et je pense que potentiellement, si vous avez des vieilles caisses, vous avez des bobines très très similaires, peu importe la marque. Cette bobine, on appelle ça une bobine stupide. Parce qu'en fait, t'as pas d'électronique de puissance pour piloter les sorties. Et en fait, cette bobine, il faut que tu envoies du 12 volts avec un bon courant pour que ça puisse envoyer une étincelle. Il faut de la puissance en fait. Et si tu branches une bobine comme ça sur n'importe quelle gestion programmable, ta gestion elle va cramer direct parce qu'elle ne pourra pas piloter une telle demande d'énergie. Et donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est acheter soit des bobines crayons, comme ça, du groupe Vagin. Alors c'est vraiment la honte de mettre des pièces de Vagin sur ma Fista, mais bon, peu importe. Ça, c'est des bobines TFSI machin que j'ai chourave chez EMS il y a 2 ans. Malheureusement, j'en ai chourave que 3. Et du coup, j'en ai pas assez pour faire tourner ma caisse avec. Donc j'ai acheté cette copie chinoise de bobines Bosch
de Volkswagen Golf 3 je crois. Et celle-là en fait elle possède des transistors à l'intérieur de puissance qui vont justement convertir le tout petit signal du Speeduino ou de la gestion prog que vous avez en signal de puissance pour activer les étincelles. Et donc voilà, il faut impérativement changer votre bobine, soit avec des crayons, soit avec des trucs comme ça, parce que sinon tu vas cramer ta carte. Alors les bobines, je crois que le milieu c'est le plus. Tu rentres, lui c'est je sais plus lequel mais c'est un des deux triggers, donc je le mets là. Une fois que je serai sûr des branchements, je vais souder le connecteur final, mais là c'est juste provisoire pour tester les bobines et tout ce bordel. Allez Michel, tu rentres. Ok, ça c'est bon, les bobines c'est bon. La masse, j'ai pas de masse, ça c'est pas bon. Ok, j'ai mis une masse là comme ça à la zeub, on s'en bat les steaks. Donc là je vais mettre par exemple, je sais pas, Spark 1 et on va voir où ça sort. C'est y part. Aïe, Spark, je vais mettre 50%. Et normalement il devrait faire tsac, tsac, tsac. Celle-là est tsac, celle-là est tsac. Donc là j'ai mon channel 1 pour les cylindres 1 et 4. Je teste le deuxième, 50%. Tac tac. Aïe. Tac tac. Tac tac pas. Et tac tac. Yeah boy, we got spark. Dans la recette magique, pour faire tourner un moteur, tu as besoin de 3 ingrédients. Tu as besoin de l'étincelle, j'ai vérifié, c'est bon. Tu as besoin de l'injection, j'ai vérifié, c'est bon. Et la troisième chose, c'est un point de départ pour que ton calculateur il puisse commencer à compter les différentes positions de vilebrequin. Pour qu'il sache quand injecter et quand allumer. Ça revient à ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur l'histoire du capteur. Et donc en fait, tu as un angle de déphasage qui s'appelle l'angle de déclenchement. Et en fait, ça correspond à l'angle entre la dent manquante sur ton volant moteur et ton PMH. Et donc, tu as un angle et ça dépend de chaque constructeur, chaque moteur. Donc, ça ne sert à rien que vous copiez mon paramètre parce que ça ne sera pas du tout le vôtre. En tout cas, la première étape, c'est déjà on fait tourner le moteur à vide et on voit si on a un joli signal PMH, un joli créneau. Et si le signal est beau, on peut passer à la suite. L'étape, je vais vous montrer comment on détermine l'angle de déclenchement qu'il faudra rentrer dans le logiciel. Alors, je remercie déjà monsieur l'abonné Mystère qui m'a donné une licence Tuner Studio payante parce que sinon je pouvais pas faire le High Speed Loggers et donc ça m'empêchait de loguer le crank. Donc vous savez quoi, là j'ai branché, je vais lui cranker sa grosse race. Oh, le signal, il est propre. Et d'ailleurs, anecdote, ici j'ai un truc qui s'appelle email sponsor. C'est la fois où un sponsor m'avait envoyé un trojan dans l'email. En fait, c'était pas un sponsor, c'était un mec qui s'est fait passer pour une marque de façon tout à fait clean. Et il a foutu un zip qui contenait en fait les briefings du sponsor, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en avant et tout. Et c'était bourré de malware et de trojans pour te voler en fait tes loggings de YouTube et pirater ta chaîne. Et c'est comme ça que Boiserie et tous les mecs ils se font pirater leur chaîne parce que genre ils checkent pas avant d'ouvrir les mails. Moi à chaque fois je vérifie et vas-y, j'espère jamais me faire avoir. Bon alors, Megalog Viewer, qu'est-ce qu'on dit? File, open, vas-y on compte les dents. 1, 2, 3, 4, 33, 34, quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 34, 35, 30... 36 moins une dent, ça fait 30. Oh, ça en branle, c'est bon, ça log bien, vas-y. Ensuite, dans Trigger Setup, j'ai mis 36 moins une dent avec 80 degrés, mais je crois que c'est soit 270, soit 80. On verra bien, là j'ai mis au pif. Aussi là en dessous, à la guerre comme à la guerre. Ah, j'ai fait un vieux marquage tout pourri ici sur mon volant moteur parce qu'on peut pas y accéder par au-dessus. Et je vais strober ça et on va voir l'angle là, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est pas si facile. Noya kolo Ikea. Si on pinge si otsui. Otsui penaken zuk so preshkeya. Daikokeya. Gata.
Pile 270, c'est parfait. Alors en fait il s'est passé des nouvelles choses. Là j'ai câblé un nouveau câble pour le capteur d'arbre à cam, parce que d'origine le capteur d'arbre à cam il était là-dessus. Et le câble marron que vous voyez là, en fait c'est pas un signalement, c'est un ground général. Et ça c'est pas bon du tout, parce que ma Speeduino elle comprend pas ce genre de signal de merde. Et donc j'ai profité en plus pour mettre du câble blindé. Donc d'origine c'était pas blindé du tout. Donc là j'ai profité pour, on va dire, emprunter de façon définitive un câble blindé à des gens qui en auront moins besoin. Je l'ai fait courir le long de la caisse et je l'ai fait popper ici. Et le blindage, je l'ai relié à un ground du calculateur. Surtout pas un ground de caisse. Quand vous câblez des capteurs de vilebrequin ou quoi que ce soit, mettez surtout pas le blindage sur un ground de caisse. Mettez-le à un ground propre de calculateur. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair, j'espère que ça va démarrer et ça part. Un like pour Pompon. Bah alors Pompounet, c'est bon la neige? Aïe. Voilà. On va mettre un peu de cum là. Genre là je vais mettre un peu de sauce. Engine constante, bam bam bam, alternating, flow stroke, sequential, cycle average, close, trigger setup, on est bon. Ok go. Ça a failli partir là, on est d'accord. Batterie chargée, même si elle n'était pas vraiment déchargée de base. Et puis on réessaye hein. Bon du coup là dans cranking settings là, ma courbe j'enrichis comme un porc là, froid, et maintenant on déconne pas, vas-y, faut que ça démarre. Ça part. Yes! Tiens, c'est qui le pimp maintenant? Échappement libre mon pote. Même mon taco il fonctionne. Ah merde. Ouais bon, il y a des réglages à faire hein, t'as compris. Bon les gars, c'est grave cool, mes efforts ils ont payé, ça démarre, ça tourne, on est d'accord que ça tourne très mal, hein, ça tourne comme une patate parce que c'est trop riche, les allumages sont pas bons, bref c'est de la merde, ça tourne comme de la merde, mais là pour l'instant mon échappement est libre, j'ai des katas et tout, j'ai pas ressoudé un tube entre et du coup ça fait énormément de bruit et ça casse les couilles aux voisins, donc il faut que je ressoude l'échappement et ensuite que je fasse tout le tuning, tous les réglages. Mais déjà, ça démarre, ça accélère, même mon tachymètre. Sur le tableau de bord, j'ai l'aiguille des RPM et ça, c'est insane, tu vois, c'est le truc que je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour autant, les gars, faut que je sois honnête. Vous lancez pas tout de suite dans l'aventure Speeduino. Attendez mes retours à plus long terme. Parce que là, ça marche à première vue, mais je sais pas si c'est fiable. Et un autre truc que je vous avoue, là j'ai dit que ça va vous coûter 150 balles. En réalité, moi, j'ai pas payé 150 balles, j'ai payé plutôt 450 balles. Parce qu'en fait, déjà j'ai commandé deux Speeduino pardon, parce que comme je vous ai dit, l'anglais il a mis tellement genre 1 mois et demi à me livrer que j'ai paniqué. Je me suis dit c'est bon, il va jamais arriver, donc j'en ai commandé un deuxième en parallèle. Donc ça c'est pas grave, vous allez faire confiance, vous allez attendre et voilà, vous n'allez pas dépenser 150 € de plus. Aussi j'ai payé à peu près 100 balles de câbles de bougie. Ici on voit tous les cadavres que j'ai acheté des tonnes de câbles de bougie parce que j'ai changé du coup ma bobine et cette nouvelle bobine n'a pas les mêmes embouts que l'ancienne, les câbles sont pas de la même longueur et tout ça, donc mes bobines d'origine, enfin mes câbles de bougie d'origine n'étaient plus compatibles. J'en ai acheté d'autres, c'était pas le bon embout bougie, j'en ai acheté d'autres, ils étaient pas assez longs, j'en ai acheté d'autres, et bah c'était toujours pas les bons embouts côté allumeur. Donc voilà, j'ai failli devenir fou avec ces histoires de câbles. Et honnêtement, plutôt qu'acheter une nouvelle bobine, ce que je vous conseille, vous gardez la bobine d'origine et vous achetez un igniter module. C'est un petit module qui sert à convertir les petits signaux pas puissants en signal suffisamment puissant, donc du 12 volts pour faire travailler vos dump coils d'origine, si vous avez des dump coils. C'est ce que je vous conseille. Et dans tous les cas, cette vidéo, que vous achetez du Speeduino ou pas, cette vidéo c'est universel pour toutes les gestions prog. Les problèmes par où je suis passé moi, vous allez y passer aussi, quasiment pour tout, peu importe la putain de gestion que vous achetez. Dans tous les cas, vous me dites en commentaire si jamais vous voulez que je fasse un live complet ou des vidéos complètes, parce que là j'ai même pas effleuré
même pas effleurer 20% de mes galères, même pas effleurer 20% de tout ce que je dois vous transmettre, tout ce que j'ai appris, parce que là, il y a un mois, mi-décembre, j'avais aucune putain d'idée de comment marche une gestion programmable, donc j'ai dû tout apprendre sur le tas. C'est encore frais dans ma tête et je suis très très chaud pour vous transmettre tout ce que j'ai appris. Et d'ailleurs, je remercie énormément mon Zetech Daddy Poli que j'ai découvert sur un groupe et je le harcèle de questions. Il est toujours là pour me répondre, c'est vraiment un mec en or. Et last but not least, Pim Daddy Mario. Je te remercie Mario, je suis sûr que tu regardes cette vidéo. J'étais chez Mario il y a 2 ans, tu vois, et c'est grâce à lui que je fais des gestions prog maintenant parce que il m'a toujours enseigné des trucs. Je squattais chez eux les week-ends et les deux, Louis et Mario, ils m'apprenaient des tonnes de trucs. Mario m'a expliqué le fonctionnement des gestions prog, m'a montré les case tools et tous ces trucs comme ça. Et aussi le soir à 23h30 quand j'étais en train de rager comme un gros porc, il était là pour me dire t'inquiète, vas-y. Bon, il m'expliquait sur Tuner Studio et tout. Donc merci Pim Daddy Mario. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très bientôt dans 2 ou 3 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao.